Ah, mais logiquement, rejoignez la réunion à partir de votre navigateur. Vous avez- non, vous mettez votre main et votre appareil. Oui, bien sûr. Ah oui, vous. Super, merci. Donc, je vais le voir. Là, vous désactivez bien surtout le son. Voilà. Et pour partager, pour partager, vous avez... Ah oui, alors, vous copiez le son aussi. Le son est coupé. Oui, mais le son de votre... En fait, comme on va entendre à la fois ici, si vous mettez aussi votre son, c'est pour ça que ça a créé l'écho que ça vient de faire. Voilà, donc là, normalement, Voilà, ça ne touche à exactement. rien, tout va bien. Et pour partager, vous avez juste à cliquer là, partager. Et c'est... Et de partager tout contenu dès que vous... Mais faites partager, pas de souci. Et là, logiquement, vous allez sur le navigateur maintenant. Il faut sélectionner la... Parce qu'en fait, il faut... Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait sélectionner la fenêtre à partager, en fait. Je vais apparaître cette option. Voilà. Connexion en cours. Sélectionnez une fenêtre. C'est une présentation qu'il va falloir faire bouger. Oui. En fait, c'est... Oh, ok, je J'ai l'ai peur en... que je l'ai ce en soit diapo. parce que ce soit un Mac. Il y a en version diapo. Je peux vous la transférer par mail ou la transférer. Vladimir, tu pourrais te connecter et faire la présentation. Je pense que comme c'est un Mac, ça a du mal à partager. Revenez pour voir juste sur sélectionner. Ça va faire, là, C'est vrai? je suis connectée là, c'est collé. Ça met écran entier. Oui, écran entier. Voilà, autorisé. Et là, si vous mettez là, ah ben voilà, c'est bon. Je vois votre... Nickel. Ok, bon, bah super. Tu me dis s'il y a quoi que ce soit, je suis à côté. D'accord, merci. Je vais se connecter. Vous entendez? Je vais parler, vous me direz si vous m'entendez. D'accord. Ça vient à la main? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui. Bon, parfait. Tu nous entends aussi? Très bien. Je vous entends sans problème. Je laisse, enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre dispo. Merci. Donc, bonjour, Madame Fosta. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Madame Fosta, la vice-présidente de la commission emploi compétences. Euh, nous sommes alors avec Madame Montueux de OHM Compétences. Homme compétence. Et Madame Squarneck, qui va animer cette réunion. Donc, on a diffusé dans la bibliothèque Mme Squarneck, elle va se présenter tout à l'heure. Donc, on attend un peu que les autres se connectent. On attend également Madame Fabienne Alvarez. Et Madame Alvarez aussi qui devrait nous rejoindre. Donc, nous attendons un peu. Donc, pour connecter, merci de patienter quelques instants. Très bien, merci. Merci beaucoup.
Alors, Madame Foster? Oui, ça y est. Oui, voilà, Madame Alvarez nous a rejoint, donc nous sommes au complet. Nous pouvons démarrer. D'accord. OK. Écoutez, je peux souhaiter la bienvenue à l'équipe de Hommes Compétences. C'est un sujet qui est quand même fondamental, à savoir comment envisager les métiers après la grosse phase Covid, clairement, où on s'est posé des questions sur sa présence en entreprise, sur sa façon d'exécuter ses métiers, sa façon de même voir son évolution professionnelle au sein de la même entreprise ou ailleurs. Je pense que cette matinée va apporter un éclairage certain à nos membres et partenaires présents. Donc, bienvenue encore aux membres de Hommes Compétences et à Fabienne Alvarez, que je connais par ailleurs à l'Université des Antilles. Bonjour. Madame Soarec. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, Madame Foster. Merci au MEDEF de Guadeloupe de nous recevoir. Merci à Madame Raymond d'avoir organisé tout cela. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Squarneck et de Madame Alvarez, qui sont des consultantes qui m'accompagnent. Je m'appelle donc Astrid Montier. Je vais vous faire une petite présentation pour quand même nous présenter Hommes Compétences. Donc, nous sommes une société de conseil et un organisme de formation. Nos clients sont des entreprises, des particuliers, mais également des jeunes dans le cadre du conseil en orientation scolaire et professionnelle. Pour ce qui est de l'organisme de formation et de la société d'une façon générale, l'entreprise, notre raison d'être, en fait, est de vous aider à réussir en faisant du travail un élément clé de votre bien-être global, de votre performance, en mettant à disposition de nos clients. Et vous m'entendez bien? Tout à fait. Oui, d'accord. En mettant à la disposition de nos clients et de leurs organisations des consultants qui sont reconnus pour leur expertise au niveau local, donc territorial, national ou international. Aujourd'hui, vous avez avec vous du moins, deux des consultantes de nos compétences, Madame Squarneck et Madame Alvarez. On va quand même présenter un peu les types d'actions de formation que propose Hommes Compétences, principalement des formations qualifiantes, courtes, à visée opérationnelle, sur des thématiques RH et management. Aussi, également des prestations sur mesure, dans tous les cas éligibles au financement, puisque nous sommes certifiés Calliope, et pour certaines actions éligibles au financement CPF. Pour ce qui est de la mise en œuvre, nous proposons du distanciel synchrone, donc comme ce que nous vivons à l'instant, de toute façon, ou du présentiel en inter ou en intra, et toujours dans une dynamique de pédagogie projet, pédagogie active, puisqu'il n'est pas question de transmissif chez nous. Alors, passons tout de suite à la présentation des consultantes. Madame Aline Squarneck, qui est professeure agrégée des universités habilitée à diriger la recherche à l'Université de Caen-Normandie, également consultante et intervenante à l'ESSEC, à l'ENA, et puis nous avons l'honneur chez Hommes Compétences de travailler à ses côtés, cofondatrice de la revue Management et Avenir, et auditrice de l'IHEDN, et par ailleurs chevalier de la Légion d'honneur. Peut-être que tu souhaites rajouter quelques éléments? Oui, alors tout d'abord, bonjour à vous tous. Je suis ravie de participer à cette séance malheureusement distancielle. On aurait aimé être avec vous ici en présentiel. Donc oui, ravi de partager ma vision de la prospective des métiers, des compétences, du travail en général. C'est vraiment mon champ de recherche et d'intervention aujourd'hui dans des organisations à la fois privées et publiques. Et Madame Alvarez, donc maître de conférence en sciences de gestion à l'Université des Antilles, enseignante-chercheur en management, leadership et innovation sociale en PME au laboratoire caribéen des sciences sociales UMR-CNRS,
par ailleurs docteur de l'Université de Paris-Dauphine (IESEC), consultante, formatrice et coach RNCP auprès des managers des Antilles et fondatrice de la société Chrysalis Consulting, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, merci de me recevoir ce matin. Très heureuse de ce temps de présentation et d'échange parce que ce qui est important, en tout cas ici, c'est aussi de savoir quelles sont les attentes des chefs d'entreprise et des dirigeants que vous êtes. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et puis on sera très heureuse d'y répondre. Pour ma part, je suis consultante en Guadeloupe depuis 2002 au sein du cabinet Chrysalis Consulting et c'est vrai que j'accompagne les organisations, les équipes et aussi les managers au développement de leurs compétences et aujourd'hui beaucoup sur la question de la posture managériale, des relations managériales, de la cohésion d'équipe, parfois de la médiation et de la régulation. Voilà, autour plutôt sur le public PME. Public et privé. Bienvenue à tous. Alors justement, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est pas, il n'est pas question de transmissif, hein, donc de vous transmettre un savoir en restant passif. On aimerait une petite participation de l'échange durant cette présentation, en commençant par une petite question qu'on va vous poser en un mot. Voilà. Donc il s'agit de répondre, si possible, dans le chat. On pourra commenter, échanger avec vous, ou simplement en activant vos caméras, peut-être, hein, si c'est possible, et vos micros. En un mot, quelle est votre vision de l'avenir des entreprises en Guadeloupe? Donc, on attend vos réponses pour Dans le démarrer chat, dans le chat ou à l'oral. en activant les caméras. Pas de réponse? Est-ce que vous entendez? Vous nous entendez? Il y a 3 personnes. Ouais. Non, il y a d'autres. Non, il y a L'avenir des entreprises. Guadeloupe. Bon, écoutez. C'est possible de mettre un petit mot dans le chat? Non, mais c'est ce qui vient d'être fait, là. Hein. Bon, on va avancer autour de la table. Hein, Madame Raymond, selon vous. Un mot. 2 mots. Les transformations numériques. La digitalisation, Ouais. ça peut être. Voilà, digitalisation. J'aurais dit innovation. Semblé ou non, alors tiens, 2 mots. Co-création. Voilà, innovation et co-création. Une modification des comportements. Oui. Qui rencontre un peu peut-être. Et je pense que la période de la crise sanitaire a permis aussi à pas mal de chefs d'entreprise de se remettre un peu en question, de revoir la modalité de fonctionnement. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup qui maintenant se penchent, s'orientent vers manquement ici de digitalisation au sein des entreprises. D'accord avec Mme Châteauneuf. Alors, on avait une deuxième question. Quel est pour vous le plus gros challenge du management en Guadeloupe pour les 10 prochaines années? Alors, n'hésitez pas à répondre. Hein, dans tous les cas, le débat se nourrit de vos interventions. Madame Raymond. Il faut quand même vérifier qu'ils sont bien connectés. Ils sont connectés mais relationnellement. Logiquement, Ils entendent. Alors, le gros challenge du management en Guadeloupe. On est
un tissu économique qui est essentiellement composé de petites entreprises. Et c'est vrai que le plus gros challenge, c'est savoir transmettre, savoir la possibilité de transmettre ce savoir et aussi la possibilité en fait, d'avoir le temps de justement de pouvoir transmettre. C'est sûr que les entreprises aujourd'hui, elles ont la tête dans le guidon dans leur activité et ce management, vraiment, c'est un gros challenge. Hein. Donc, le plus gros challenge, pour changer, leur donner plus de temps pour transmettre leur savoir. Madame Châteauneuf qui rajoute savoir manager à distance et motiver à distance. Oui. On a mis agilité Agilité. des managers avec leurs équipes et congruence des dirigeants parce que ça répond aussi. Hein. Manager à distance, motiver à distance, c'est vraiment comment j'inspire, comment en tant que dirigeant j'inspire les managers et derrière les collaborateurs et je leur permets de se sentir appartenir, d'être impliqués, etc. Ouais, j'aurais vraiment mis quelque chose autour du leadership finalement, la capacité à inspirer et pour que chacun déclenche sa propre motivation. Si on n'a pas d'autres réponses, on va tout de suite passer sur un retour sur le webinaire qu'on a organisé en février 2021. En février 2021 avec Mesdames Scornec et Alvarez, qui ont animé ce webinaire à deux voix sur la transformation du monde et l'impact, du moins les impacts du Covid, de la Covid, sur le management et la gestion des ressources humaines. Donc, ce webinaire était axé perspective nationale, analyse nationale et réponse territoriale. Donc, je vais tout de suite laisser la parole aux intervenantes pour un rappel peut-être de ce que nous avons vécu en février. Ok, je commence. Donc, en effet, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient pu participer à ce webinaire, mais on avait vraiment voulu construire quelque chose à la fois de transversal au niveau des enjeux et des défis de demain d'une manière, on va pas dire mondiale, mais presque, en tout cas d'avoir une vision la plus globale possible, mais aussi de décliner finalement cette vision générale au niveau de la Guadeloupe ou en tout cas des territoires ultramarins d'une façon générale. Et puis l'idée aussi de ce webinaire, c'était au-delà de dresser un peu une cartographie des principaux enjeux et défis, c'était aussi de pouvoir avoir une traduction opérationnelle et en particulier opérationnelle pour la Guadeloupe. Alors, on avait identifié à l'époque, mais je crois que si on avait à refaire ça aujourd'hui, on sera à peu près dans la même logique, quelques mois après, 5 thèmes qui correspondent d'ailleurs à certains sujets que vous venez d'évoquer. Donc, la transition numérique, la mondialisation face aux cultures locales, la conscience environnementale, la société hédoniste et le renouveau relationnel. Donc, sans tout refaire, peut-être quelques mots sur chacun de ces enjeux et défis pour demain. Au niveau de la transition numérique, ça c'est quelque chose qui apparaît dans tous les travaux qu'on peut réaliser, que ce soit en métropole ou même des travaux internationaux qui sortent aujourd'hui sur cette nécessité de prendre en compte un état de fait, le fait qu'aujourd'hui non seulement on a des outils nouveaux, mais que ces outils vont transformer énormément les usages. Donc la grande difficulté aujourd'hui, c'est comment concilier à la fois de la veille sur les évolutions technologiques de tous les outils qu'on peut utiliser et qui vont forcément transformer le travail, et puis comment finalement les acteurs, que ce soit les managers, les équipes, etc., eh bien, vont s'approprier et finalement faire évoluer les usages du numérique. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est comment mesurer dans les organisations, et là on pense en particulier aux petites, la fracture numérique. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas parce que les gens ont un téléphone portable, un ordinateur, qui sont forcément très à l'aise avec l'outillage numérique. Donc là, un des grands chantiers potentiels, c'est justement les diagnostics de maturité digitale pour vraiment bien accompagner l'évolution des compétences des équipes pour assurer justement et réussir cette transition numérique. Alors ensuite, il y avait un thème aussi sur la mondialisation face aux cultures locales. Je ne sais pas si Fabienne, tu veux dire un mot sur cet aspect-là?
Alors oui, effectivement, que ce soit ce que tu avais évoqué, Aline, pour le cas de la France hexagonale ou même pour la Guadeloupe, la question de la manière dont ici en Guadeloupe, on s'approprie la manière dont les chefs d'entreprise vivent tout ce qui se passe et sont connectés, sont au courant de tout ce qui se passe au niveau mondial, c'est un des enjeux importants pour à la fois, parce qu'on le sait, hein, dans le management en Guadeloupe, il y a un véritable attachement à la notion de culture au sens local, à la culture d'entreprise qui reste pourtant beaucoup à travailler, à élaborer et puis à traduire dans les pratiques managériales. Donc, il y a cet ancrage-là qui est important pour les personnes. On le voit, il y a des rites qui s'inspirent de ce qu'on vit localement. Il y a l'utilisation du créole, etc. Et en même temps, et donc, il y a cette nécessité de s'ouvrir sur le monde. Donc, sur cette question de la mondialisation face aux cultures locales, aujourd'hui, 5 mois après, je parlerai vraiment, le mot-clé pour moi, c'est l'équilibre entre l'ouverture à ce qui se fait, à ce qui peut être pertinent pour l'entreprise, et puis tout en permettant aux acteurs, aux collaborateurs, aux managers de trouver des ancrages qui leur correspondent pour cette traduction-là. Parce qu'on le voit, en Guadeloupe, le risque, il est toujours que les personnes se braquent quand elles ont l'impression que les choses sont imposées. Et donc, il y a vraiment un travail de traduction culturelle, de traduction par rapport à la taille de nos entreprises, traduction par rapport au secteur d'activité, traduction par rapport à ce qui est possible de faire en tenant compte des infrastructures et de la réalité des moyens qui sont alloués au territoire. Donc, il y a vraiment cet équilibre-là entre ouverture à la mondialisation, traduction pour que ça ait du sens, finalement, pour le tissu d'entreprise web. Le troisième thème, c'était la conscience environnementale. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE ou de RSO, hein, responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociale des organisations, en particulier pour les organisations publiques. Alors, l'idée, c'est la prise en compte des enjeux du développement durable, hein, donc l'articulation, justement, là aussi, un équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental. Alors, je crois qu'en Guadeloupe, là aussi, il y a des enjeux par rapport à la préservation de l'ensemble des ressources qui est important, une valorisation aussi. Et donc, cette dimension, on la voit en particulier, en tout cas en métropole, sur les attentes des jeunes aussi, en matière de recrutement. Hein. Beaucoup de questions aujourd'hui des jeunes générations sur qu'est-ce que vous faites par rapport à la prise en compte des enjeux de développement durable dans l'entreprise, etc. Donc là aussi, c'est quelque chose de très fort. Alors, bien entendu, on peut imaginer la rédaction de chartes environnementales, de principes, etc. Mais derrière, je crois que là encore, il faut vraiment que ça se traduise le plus opérationnellement possible dans les pratiques. Hein. Il ne faut pas que ça reste au niveau des discours. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête hein, quand on pense une stratégie d'entreprise, parce qu'au niveau de la société, et en particulier des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, c'est un point de vigilance, en tout cas pour eux. Le quatrième point, c'était la société hédoniste. Alors forcément, ce point-là, on l'avait évoqué, on l'avait construit à l'époque, parce que, bien entendu, la crise sanitaire a fait évoluer, ou en tout cas a accéléré la prise de conscience de finalement qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et de ma vie au sens global, et à l'intérieur de cette réflexion, où je positionne mon travail. Et donc, on voit bien que dans cette évolution, donc nous, on travaille depuis un certain nombre d'années sur les travaux de Michel Maffesoli, de la postmodernité en particulier, pour bien montrer comment aujourd'hui, dans une société dite postmoderne, les personnes doivent avant tout chercher à avoir du plaisir. Et bien entendu, ce plaisir, il est d'autant plus important, ou en tout cas on y accorde plus d'importance, quand on est dans un environnement de plus en plus incertain, complexe, etc. Et donc la crise sanitaire a été un accélérateur, et par rapport à ça, eh bien, les personnes sont de plus en plus amenées aujourd'hui à se poser des questions. Quel est le sens de mon travail? Quel est le sens de ma vie? Comment, là aussi, je trouve un équilibre, vie privée, vie professionnelle, etc. J'ai plus envie de sacrifier ma vie pour travailler. J'ai envie vraiment de m'épanouir, quitte même à changer de travail, à changer d'organisation. Donc ça, il faut le prendre en compte. Hein. Le plaisir au travail, c'est quelque chose qui doit être intégré aussi dans les politiques RH et donc s'incarner aussi au quotidien dans ce que l'entreprise peut proposer. Et c'est vrai que là, on constate, hein, et on a eu l'occasion de faire, je reviendrai peut-être tout à l'heure, une enquête post-premier confinement,
les collaborateurs qu'on avait interrogés, ça fait presque un an, hein, c'était en juin 2020, accordaient vraiment beaucoup d'importance sur le questionnement sur soi, sur sa relation au travail, etc. Et pour dire un mot sur cette question de la relation à soi et des questionnements que la crise sanitaire a pu engendrer, en tout cas amener chez certains, notamment au niveau des chefs d'entreprise, hein, c'est cette situation avec les difficultés économiques. Il y a des chefs d'entreprise qui se sont posé la question de continuer ou pas, et pas uniquement par rapport au contexte économique, mais aussi par rapport au sens que ça avait, à ce que ça leur demandait comme implication par rapport à leur vie personnelle et leur équilibre de vie. Et puis sur cette notion de plaisir, elle est importante aujourd'hui parce que la crise sanitaire l'a beaucoup malmenée. Avec l'ensemble des interdits qui ont pesé sur tant au niveau des personnes que des collectifs. Ce qu'on observe en tout cas dans le coaching individuel, ça ressort que les personnes qui n'ont pas su dans ce contexte s'occuper, prendre soin, nourrir, satisfaire leurs besoins de plaisir, que ce soit via des contacts avec la famille, avec les amis, des soins personnels, eh bien, au niveau émotionnel, ça a conduit à une gestion des émotions qui était déficiente, à l'apparition de troubles anxieux, à du stress, etc. Et c'est vrai que la capacité ça c'est vraiment une autre approche hein, qui est complémentaire, mais la capacité à nourrir ses besoins et en particulier à être au contact de soi, qui est vraiment cette question de la relation à soi, elle est essentielle pour être efficace, tout simplement, être efficace dans la relation à soi, dans la relation aux autres, et donc aussi être efficace en situation de travail. Donc, ce que je trouve intéressant dans cet enjeu, c'est finalement comment des approches complémentaires, et notamment la reconnaissance pas à pas du coaching dans la sphère académique peut permettre d'introduire de nouvelles thématiques à fort enjeu pour le management. Et le dernier point, c'était, alors c'est lié, mais on avait voulu vraiment le mettre en évidence en le sortant comme item à part, hein, c'est le renouveau relationnel. Alors là, bien entendu, on va partir aussi bien de la relation professionnelle au quotidien, hein, la relation entre les collaborateurs, mais aussi de la relation commerciale, de la relation avec ses partenaires d'affaires, et aussi des relations interpersonnelles. Donc, quand je parle de relations professionnelles, c'est au sens plus global, social, y compris peut-être même avec les partenaires sociaux, mais c'est aussi les relations interpersonnelles. Et on voit bien que dans ce renouveau relationnel, ce qui va compter et ce qui va prendre de l'importance de plus en plus, et on voit d'ailleurs un courant de recherche émerger sur ce sujet, c'est vraiment la question de la relation. C'est-à-dire comment repenser la qualité de la relation à l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on le voit bien, que ce soit par rapport aux conséquences néfastes, et en particulier des troubles psycho qui peuvent émerger aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, c'est comment préserver de bonnes relations avec l'ensemble de son écosystème. Et ça pose aussi la question de la relation à soi. Et donc, je pense que la crise sanitaire a également été un accélérateur du questionnement sur soi, sur le sens de sa vie, on en a parlé, et le sens aussi des relations que j'ai envie d'avoir. Et dans ce sens des relations, c'est aussi quelles sont les modalités possibles de cette relation. Et donc là, ça va venir percuter avec forcément les relations à distance. Et donc, comment aussi, dans des situations professionnelles, on peut mesurer une qualité de management, vous en avez parlé dans vos interrogations, de management à distance, hein, de relations à distance. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas faire bien les choses. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, eh bien, avec cette crise sanitaire, de nouvelles pratiques professionnelles ont émergé. On n'aurait jamais imaginé faire ce séminaire dans ces conditions-là il y a plus d'un an. Aujourd'hui, c'est possible. On peut faire l'enseignement à distance, on peut faire le pilotage d'équipe à distance, etc. Ça ne veut pas dire que pour autant la relation est dégradée. Au contraire, on a constaté qu'elle pouvait même être meilleure parce qu'on peut avoir plus de proximité plus régulièrement. Et on a constaté aussi dans toutes nos enquêtes que quand on programme une réunion, eh bien, les gens sont présents et disponibles dans cette réunion. C'est-à-dire que
on l'avait vu et on le constatait historiquement quand on est en réunion physique, souvent tout le monde est sur son téléphone, connecté, etc. Il n'y a pas forcément ce qu'on appelle un focus, hein, c'est-à-dire une présence d'esprit, de disponibilité psychique, physique, etc. Hein, ce qu'on appelle en compétence soft le focus. Et là, c'est pas forcément focus en présentiel. Alors qu'à distance, comme on sait que c'est sur une temporalité bien précise, eh bien, il y a une meilleure gestion du temps, certainement. Généralement, les gens, vous l'avez peut-être constaté dans vos organisations, mais sont relativement peu en retard sur les réunions à distance. Et puis, on a un ordre du jour assez qu'on respecte, assez bien structuré, etc. Et puis, en plus, je dirais que, surtout quand on active des caméras, ben, on peut vraiment constater finalement la disponibilité de l'ensemble des personnes présentes. Donc ça, il va falloir le garder, hein, parce que je pense que on a appris à travailler avec ces nouveaux outils. Et puis ça permet là aussi en termes de développement durable potentiellement de faire des économies de temps, de transport, etc. La seule chose, c'est qu'il va falloir de plus en plus trouver aussi un équilibre avec du présentiel et comment on va justement non plus, à mon avis, penser du management à distance, mais du management hybride, c'est-à-dire avec du présentiel et de la distance. Et donc le renouveau relationnel, c'est aussi des nouvelles formes d'hybridation du travail avec du présentiel et de la distance. Qu'est-ce qu'on peut faire à distance? Qu'est-ce qu'on peut faire en présentiel? Et comment on va articuler tout ça? Et comment aussi on peut peut-être repenser la relation? On l'avait constaté dans des travaux précédents. On a une difficulté, on n'ose pas dire quelque chose à son collaborateur, etc., ou à son collègue. On envoie un mail et en plus, on essaie de le diffuser au plus grand nombre pour que tout le monde soit au courant. Là aussi, je pense que il y a des questions sur la qualité des échanges écrits et oraux, la qualité de la relation. Et je pense que la crise sanitaire a été plutôt bénéfique finalement sur cet aspect. Alors, oui, peut-être, je ne sais pas, même peut-être qu'on peut prendre, si vous en êtes tous d'accord, quelques questions, remarques par rapport déjà à ces 5 enjeux et défis avant d'arriver sur les pistes plus opérationnelles sur la Guadeloupe. Non, moi, j'allais poser la question par rapport à votre dernière intervention pour dire aussi cet aspect de management à distance. Est-ce que cette façon de se décomplexer en fait avec ses salariés et peut-être pousser parfois les procédures un peu loin par rapport j'avais entendu plusieurs entreprises qui avaient procédé à des licenciements justement en visio. Voilà, donc ça laisse un peu, je pense que c'est quand même des pratiques qu'on peut faire quand même en présentiel. Voilà, est-ce que ça ne laisse pas aussi un libre à la dérive, peut-être, façon de manager? Moi, je pense que de toute façon, les dérives, voilà, elles sont possibles que ce soit en présentiel ou à distance. Bon, ça, c'est dû à la nature humaine. Hein. Je crois, moi j'ai plutôt une vision positive hein, des conséquences de cette crise sanitaire sur cette dimension hybridation du management, dans le sens où je pense qu'un bon manager peut justement être plus souvent présent avec ses équipes à distance. C'est-à-dire que on l'a vu dans certaines pratiques de grands groupes ou autres, on constate aujourd'hui qu'une réunion d'équipe toutes les semaines ou tous les 15 jours, voire tous les mois, c'est certainement pas la bonne façon de faire. Et du coup, on a vu beaucoup d'entreprises faire des petites réunions beaucoup plus courtes, des réunions vraiment focus tous les jours ou tous les 2 jours ou au moins 2 fois par semaine pour vraiment être en lien avec ces équipes. Donc, je pense que la proximité à distance est possible. C'est pas antinomique, hein, proximité à distance. Donc, je pense qu'il y a des vrais leviers d'innovation managériale, mais encore faut-il le vouloir et savoir le faire. Par rapport à l'intervention de Mme Alvarez, c'est vrai que cette notion de plaisir, on la retrouve, mais enfin, moi, je l'ai constaté, parce qu'on a beaucoup comment
de reconversion de personnes. Non, j'avais des compatriotes qui sont partis faire leur vie en métropole, en fait. D'abord pour les études et puis on poursuivi, on a continué à travailler. Et après, voilà, cette crise sanitaire, je pense qu'il y a eu voilà, un questionnement, cette notion de plaisir qui est revenue. Et beaucoup souhaitent revenir sur le territoire. Auparavant, c'est vrai que ça posait des problèmes. On disait que le salaire n'était pas équivalent, on ne retrouvait pas un peu le confort qu'on avait dans les grandes entreprises dans la conseil diagonale. Ils ne sont pas à faire un trait sur voilà, tous ces petits critères qui, auparavant, étaient vraiment très importants. Et aujourd'hui, ils veulent revenir sur voilà, le territoire pour travailler, certes, travailler, mais travailler aussi dans des positions qui sont complètement différentes et dans un environnement beaucoup plus apaisant pour eux. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit soubresaut sur ces mouvements de retour Ouais. pendant les différents confinements. Il y en a qui ont profité du coup pour venir passer leur confinement ici. Et c'est ce qu'on disait, hein, c'est sur un rééquilibrage, une nouvelle pondération entre le facteur salaire, le facteur qualité de vie, le facteur temps en famille, le facteur voilà, environnemental au sens premier. Et effectivement, le fait de pondérer différemment, finalement, à la fin, je vais prendre un terme à la mode, mais la balance coût-avantage, elle peut donner des indications qui sont différentes. Donc ça, oui, on l'observe vraiment en Guadeloupe. Oui, oui. Alors, vous l'observez, nous, en France métropolitaine, on l'observe aussi hein, par rapport aux gens, alors la concentration sur Paris, et puis les gens qui retournent dans leur région d'origine, finalement. Hein. Donc je crois que c'est un mouvement de fou. Hein. Chacun souhaitant retourner, alors, soit dans sa région d'origine, soit dans un environnement où voilà, les gens peuvent avoir un plus grand logement, un jardin, etc. Et quitte à, comme vous disiez, hein, à changer de travail, vraiment de changer de vie. Hein, donc la question du sens est vraiment déterminante. Donc nous, ce qu'on voit en termes de questionnement après pour les équipes de direction générale, c'est comment justement, et ça fera le lien avec nos pistes opérationnelles, hein, comment vraiment penser des discours stratégiques qui vont redonner du sens et qui vont être inspirants. Parce que si au niveau de l'équipe de direction générale, on n'a pas ce sens, on n'a pas cette vision inspirante, eh bien entendu, on aura à gérer beaucoup plus de mobilité, et en particulier de mobilité potentiellement extérieure. Forcément avec un coût, avec des risques. Et là, c'est vrai qu'on commence à avoir des chiffres hein, de personnes qui voilà, préfèrent quitter l'entreprise parce que ne trouvent plus finalement l'équilibre par rapport aux différentes dimensions qu'elles souhaitent aujourd'hui valoriser. Alors, peut-être deux points concernant cette question stratégique en Guadeloupe. Ce qu'on sait, c'est que le paramètre, le facteur de contingence stratégique dans les TPE, il est très particulier puisque les études qui datent déjà, mais tous les travaux sur les PME montrent que la vision stratégique se résume, pour dire les choses simplement, dans la tête du dirigeant. Ça veut dire qu'elle n'est pas formalisée et elle est très peu partagée. Or, dans vision stratégique, il y a vision, il y a ambition, il y a projection, et cette vision stratégique, c'est quelque chose qui a vocation à permettre aux individus de savoir, de voir, de percevoir, de comprendre là où on leur demande d'aller en termes de sens et de direction. Et donc, un des enjeux, effectivement, là, post-Covid, c'est vraiment que les dirigeants d'abord comprennent que la stratégie, c'est fondamental, mais que ça ne suffit pas de l'avoir dans sa tête, il faut aussi la partager. Et ça suppose aussi de se débarrasser d'un certain nombre de peurs, hein, qu'on me vole mes idées, parce qu'il y a ça aussi, hein, beaucoup, qu'on me vole mes idées, que les autres prennent ma stratégie rapidement, etc., que des collaborateurs partent pour faire la même chose. Donc, se débarrasser de ça, parce qu'on ne manage pas avec la peur, surtout quand on est au niveau de la direction. Un deuxième élément en termes de processus, c'est donc de la formaliser, parce que formaliser, c'est écrire, et puis que le travail d'écriture, au niveau symbolique, il est important. Ce n'est pas juste mettre sur du papier pour le présenter aux collaborateurs, c'est aussi se donner les moyens de clarifier quelque chose, de le rédiger autrement, de le penser autrement. Quatrième élément sur cette question de la stratégie, en termes de pistes, c'est vraiment de la penser non pas comme quelque chose de descendant, mais vraiment là aujourd'hui,
surtout vu nos entreprises, un processus bottom-up, ou en tout cas, j'aime bien la notion d'hybride. C'est aussi aller chercher les collaborateurs, les solliciter, les managers, pour penser avec eux, pour co-construire. D'accord? Parce que l'environnement devient tellement incertain, ambigu, volatile, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le contexte VUCA, que on sait qu'une des manières de gérer cette incertitude, cette ambiguïté, c'est d'être à plusieurs à réfléchir et de mobiliser des intelligences différentes, des analyses différentes, des façons de voir différentes. Et donc là, je pense que la co-construction stratégique, elle prend vraiment tout son sens. D'abord, ça va permettre de partager et puis ça peut lui donner aussi plus de pertinence. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la stratégie, aujourd'hui, ne se résume pas à des projections économiques et financières parce que ça ne satisfait plus les individus, ce n'est plus pertinent pour les entreprises, ce n'est pas, en tout cas, pertinent non plus par rapport au territoire. Et donc, l'idée, c'est voilà, comment, dans cette vision stratégique, j'intègre les paramètres environnementaux, écologiques, sociaux, sociétaux. Et en Guadeloupe, je pense que cette dimension sociale et sociétale, elle est vraiment fondamentale. Les entreprises qui l'ont compris, comme EDF, par exemple, avec des implications fortes dans les communautés locales, et pas que EDF, il y en a beaucoup, CMA aussi, mais voilà, c'est important d'avoir ces innovations stratégiques qui ne sont pas nouvelles, mais qui en tout cas seraient nouvelles en Guadeloupe. Alors, dans les pistes opérationnelles dont on a parlé, de cette vision stratégique tous, là, on ne peut qu'encourager en tout cas tous les chefs d'entreprise à vraiment prendre le temps. En management, moi j'aime bien utiliser ce petit dicton, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Et je pense que les séminaires avec l'équipe de direction, même limités à 3-4 personnes, pour une TPE, PME, voilà, 3-4 personnes qui vont co-construire cette vision et ensuite vraiment la partager, la faire je dirais, mûrir avec l'ensemble des collaborateurs, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui va donner du sens, ce qui va donner de la force, et on le voit bien, les retours sur investissement sont toujours là. L'engagement, on en reparlera des collaborateurs, est vraiment lié, à mon avis, aujourd'hui, à la présence ou pas d'une vraie prise de position stratégique, entre guillemets, partagée par l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième point, c'est la digitalisation dans les pratiques. Donc là, on en a parlé tout à l'heure dans la transition numérique, c'est comment finalement au quotidien, eh bien, on va essayer de mesurer les risques potentiels de fracture numérique ou pas, et comment on va mesurer l'évolution de ce qu'on appelle aujourd'hui la maturité digitale. C'est-à-dire comment faire des diagnostics de maturité digitale dans les entreprises pour vraiment essayer de voir comment les gens s'approprient les outils. Et donc là, aujourd'hui, il y a des outils, on les utilise, qui existent pour vraiment faire un diagnostic de maturité digitale dans tous les métiers, pour vraiment voir quelles sont les marges de progression et surtout quelles sont au-delà des outils, parce que des fois, voilà, on donne des outils, je prends souvent l'exemple, c'est pas parce que vous allez donner des tablettes à vos commerciaux qu'ils vont vendre plus, derrière, c'est comment, parce qu'au contraire, ils vont peut-être avoir l'impression d'être pistés, d'être beaucoup plus suivis, parce que derrière cette transition numérique, c'est aussi le traçage beaucoup plus important des données. Et cette dimension des data, aujourd'hui on parle beaucoup des data, et avec tout ce qui y arrive au niveau de l'intelligence artificielle, etc., peut être perçu aussi comme une menace par les collaborateurs, une menace dans le sens où justement ils sont de plus en plus contrôlés par des outils. Mais il faut plutôt dédramatiser et voir ça comme une progression, une évolution, et au contraire permettre de faire beaucoup plus dans un temps imparti. Donc là c'est vraiment un enjeu fort, je pense, pour toutes les entreprises, de vraiment s'interroger sur ces pratiques. Et là, que ce soit en interne avec toutes les équipes informatiques, systèmes d'information, ou avec des prestataires externes, je pense que là, il y a une vraie réflexion managériale et RH à avoir sur le sujet de la digitalisation et de la maturité dans les pratiques. Alors, le troisième point, c'était sur les nouvelles formes organisationnelles. Donc là, ça a été une des conséquences, là aussi, de nos analyses des enquêtes post-premier confinement. Moi, ce que j'ai constaté dans toutes mes recherches, c'est vraiment ce que j'ai voulu nommer l'usure organisationnelle. Je crois que la crise sanitaire a été là aussi un accélérateur
en fait, du constat que nos organisations, elles ne sont pas en phase avec le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. C'est-à-dire qu'on a encore des pratiques qui sont des pratiques historiques de management très autoritaire, directif, voire paternaliste. Et là, on peut reprendre aussi avec toute la dimension des PME et en particulier ici. Et donc, on voit bien que les formes organisationnelles, les pratiques, le sens de la hiérarchie au sens classique du terme, toutes ces pratiques-là et ces rigidités, aussi parfois avec trop de processus. On a beaucoup travaillé avec un grand groupe comme Forestia. On voit qu'ils sont passés d'une organisation orientée processus, alors qu'ils sont équipementiers automobiles, à une organisation orientée people. Donc, quand dans un grand groupe, on commence à poser ces transformations, c'est qu'on voit bien qu'il y a vraiment une usure des formes organisationnelles. Des formes organisationnelles où de temps en temps, on a voulu faire un peu de matriciel pour libérer un peu les esprits. On se rend compte que le matriciel, c'est souvent la mélodie du bonheur, mais c'est la cacophonie organisationnelle derrière. Donc, c'est certainement pas la bonne forme. Hein. C'est souvent plus du discours que de la vraie réalité. Après, on voit bien que ça génère souvent beaucoup de conflits de rôle. Donc, il y a un vrai besoin aussi. Là, c'est vraiment issu de toutes nos recherches sur comment repenser des organisations plus souples, plus simples. Alors, le vocabulaire à la mode, c'est agile, mais là aussi, attention, hein, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est comment concrètement on va être de plus en plus sur de la co-construction, de la souplesse organisationnelle, etc. Et je crois que l'effet taille, du coup, pourrait être un levier. Encore faut-il, là aussi, qu'il y ait une vraie volonté des équipes de direction générale. Je ne sais pas si Fabienne, tu as des choses à dire aussi sur cette traduction concrète dans les entreprises guadeloupéennes, entre autres. Alors oui, alors les entreprises guadeloupéennes, peut-être qu'une des différences, c'est qu'elles sont globalement moins structurées, moins organisées et moins structurées formellement que les entreprises de même taille, même secteur d'activité dans l'Hexagone. Et donc, effectivement, peut-être que dans ce cas-là, ça a permis un peu plus de flexibilité, d'agilité, je ne dirais pas forcément, parce que c'est quand même ambitieux et puis ça recoupe plein de choses, mais de flexibilité. Et puis, ce qu'on a observé pendant le confinement, quand même, c'était des résistances au travail à distance parce qu'il y avait vraiment cette envie d'être ensemble et de se voir. Il y a beaucoup d'entreprises ici où techniquement, technologiquement, ça aurait pu marcher, ou même des métiers et des fonctions pour lesquels, a priori, il n'y a aucun souci à distance, mais non, moi, je veux y aller. Et donc, ça rejoint vraiment cette notion d'entreprise paternaliste, de famille, parce que, voilà, quoi, moi, j'ai envie de les voir, j'ai envie d'être avec eux, et ça, c'était assez interpellant à voir et en même temps très en cohérence avec les modes de fonctionnement. Donc, toujours cette notion d'équilibre entre effectivement les perspectives ouvertes par la crise, par le travail à distance, par ce besoin d'agilité, et puis comment les gens ici vivent les choses, donnent du sens pour vraiment être. Et la clé, c'est vraiment la co-construction, c'est vraiment la co-construction et le bon équilibre. Ça nous amène à l'autre thématique sur la performance. Donc, dans la littérature, on parle de plus en plus de performance globale, à la fois économique mais aussi sociale. Et donc, on voit bien que là aussi, ça nécessite peut-être de repenser tous les indicateurs de performance et en particulier forcément au contrôle de gestion et d'avoir un contrôle de gestion beaucoup plus qualitatif que uniquement quantitatif, et donc d'avoir aussi des indicateurs de performance de l'organisation qui intègrent certes des résultats financiers, c'est indispensable, mais aussi des résultats sur des progressions qui seraient des progressions plus qualitatives, que ce soit sur la maturité digitale, sur la dynamique collective. On peut aujourd'hui co-construire des indicateurs plus qualitatifs qui seront également pris en compte dans la mesure globale de la performance. Une entreprise performante, ce n'est pas forcément celle qui a les meilleurs résultats financiers. On le voit bien, et encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que si on est uniquement centré résultats financiers, quantitatifs, eh bien, on perd tout ce pan du plaisir, du sens, de la vision partagée, etc. Et donc, tous ces indicateurs-là doivent être pensés avec des équipes RH ou avec les équipes managériales en fonction de la taille de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important et on commence à voir des entreprises qui se repositionnent. Là, quand je vous dis Forestia qui passe comme équipementier automobile, donc très ancré sur les process
à une organisation orientée process, à une organisation orientée people, on voit bien le sens que ça va avoir aussi sur tous les indicateurs de performance qui pourront être valorisés à terme. Et quelques, alors c'est anecdotique, mais c'est pas, moi, les retours que j'ai sur les entreprises ici, c'est qu'elles n'ont pas ajusté encore leur dispositif de performance. D'abord, c'est vrai que la performance, elle est essentiellement économique, parce que performance sociale, sociétale, environnementale, déjà le contrôle-gestion n'est pas très développé. La fonction contrôle de gestion n'existe pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de contrôle-gestion. Il faut déjà avoir une certaine taille. Parfois, il y a des assistants comptables qui font un peu 2-3 éléments de tableau de bord. Donc, il n'y a pas cette fonction-là. Les indicateurs sont essentiellement économiques et financiers et ils n'ont pas été ajustés. Et moi, j'ai des exemples d'entreprises qui sont un petit peu au bord des tensions au niveau social parce que les indicateurs n'ont pas été ajustés, mais la situation a tellement changé que toutes les entreprises qui sont, par exemple, dans le secteur commercial, qui sont dans la logistique, dans l'import-export, qu'est-ce qui se passe? On a des délais qui se rallongent, on a des produits qui ne sont pas disponibles, on a des ruptures de stock importantes avec certains collaborateurs qui n'ont pas compris ça. Et donc, les indicateurs restent les mêmes. Et certains managers, du coup, sont dans une impossibilité contextuelle de répondre à ce qui est demandé. Et ça induit effectivement des situations de tension et aussi de stress et de souffrance au travail. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire pour repenser la performance à l'aune de la réalité des contextes des entreprises aujourd'hui, et effectivement, d'aller vers des choses qui sont plus qualitatives. Parce que comme les gens sont à distance, les entreprises ne savent pas faire. Et donc, ici, il y a eu un accroissement de la pression économique avec le travail à distance en disant, voilà, des choses très, très basiques, quantitatives, sans travailler sur et le contexte dans lequel sont mis les gens à distance. Mais on ne s'est pas demandé est-ce qu'ils avaient les équipements, le bureau, etc. Donc, il y a les gosses dans les pieds, on leur dit comment ça. Il n'y a pas du tout de management hybride. Les gens étaient plongés du tout présentiel au tout distanciel ou dans une journée, finalement, ils n'ont aucun temps de travail pour certains individuels. C'était réunion petit déjeuner, Zoom ceci, réunion fournisseur, etc. Ce qui n'était pas humain. Donc, il n'y a pas du tout eu d'équilibre. Et du coup, derrière une pression aux chiffres qui n'a pas pu, en tout cas, qui n'a pas été positive. Donc, je dirais que dans ce qui a pu être positif au travers de cette crise sanitaire, je pense que la question de la performance est celle qui mérite vraiment, vraiment, peut-être aussi avec les pratiques managériales, à être remise complètement à plat et repartir de zéro, là. Et on termine donc par forcément les pratiques managériales qui sont à réinventer. Alors, réinventer, on peut avoir plusieurs niveaux, hein. Ça peut être réinventer en douceur ou réinventer totalement. Là, ça dépend aussi de la situation d'entreprise. Mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, et je ferai un focus tout à l'heure sur la prospective du manager, on voit bien que aujourd'hui, les pratiques managériales d'hier, classiques, trop autoritaires, paternalisme, mais au sens négatif du terme, pas au sens esprit de famille, mais plutôt au sens le père qui décide. Voilà. Sont vraiment à réinventer parce que je crois qu'aussi cette crise sanitaire a permis aussi aux collaborateurs de se rendre compte de sa marge, de sa zone de liberté, hein, au sens de Crozier-Friedberg, donc du fait que bah, voilà, on pouvait aussi s'auto-organiser dès l'instant que le cadre est défini, on peut aussi s'auto-organiser. Donc on ne pourra pas demain revenir, si on revient à une situation plus présentielle, en tout cas voire totalement présentielle, à des pratiques classiques. Je pense que là aussi, les gens ont envie de s'exprimer. Alors ça vient de la crise sanitaire, mais pas que. Hein. C'est aussi l'évolution de la société et ce qu'on a dit tout à l'heure sur le renouveau relationnel, la société hédoniste, qui n'est pas liée que à la dernière année de crise sanitaire, hein, qui émerge dans cette société postmoderne depuis presque 30 ans, mais dont on voit aujourd'hui concrètement la progression et les réalités, en tout cas dans le monde du travail. On voit bien que les collaborateurs ont envie d'être reconnus, ont envie d'être écoutés, ont envie de participer, de donner leur avis, etc. Nous, on le voit même avec nos étudiants, hein, qui voilà, sont pas non plus toujours à accepter tout ce qu'on aurait envie et à donner aussi leur avis sur certaines choses. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine liberté d'expression
Et ça, il faut savoir l'entendre en entreprise et repenser aussi des pratiques pour beaucoup plus co-construire, tout en pensant à l'effet synergique que les managers n'avaient peut-être pas suffisamment anticipé hier, en tout cas. C'est que généralement, quand on est plusieurs à co-construire, ça fait quand même des intelligences collectives et souvent la somme de ces intelligences collectives, elle est quand même supérieure à la somme de celle d'un seul individu. Mais bon, ça, il faut aussi que les gens, en tout cas ceux qui sont en posture managériale, l'acceptent. Donc voilà. Donc je pense que là aussi, c'est un sujet qui nécessite aussi des sensibilisations, des formations. Je crois qu'Astrid pourra y revenir, mais je pense que là aussi, il y a des vraies façons de manager autrement, mais en développant aussi des cultures et des sensibilisations pour l'ensemble des équipes sur ce qui est possible. Et puis après, voilà, c'est dans les organisations, nous, on prône forcément la co-construction avec les équipes. On n'a pas à imposer des styles managériaux, mais à co-construire avec les équipes des pratiques innovantes et qui soient en phase avec l'ensemble des parties prenantes, mais aussi des clients. Parce que derrière, des clients internes ou externes, derrière, ce qui se dessine aussi, c'est quand même beaucoup plus de qualité de service. Et je pense que on a beaucoup parlé dans les années 90 de cette fameuse orientation client en termes de business. Aujourd'hui, cette orientation client, je pense qu'elle est totalement, elle aussi, à repenser dans une logique d'orientation de service. Et je suis au service de qui, je suis au service de quoi, pourquoi, etc. Et cette question de service, je pense qu'elle est vraiment la racine qui va pouvoir inspirer des réflexions sur le sens à donner à nos pratiques et à nos réflexions stratégiques en entreprise. Donc voilà globalement pour la petite synthèse en fait de ce qu'on avait pu évoquer lors du webinaire. Non, ça va. Tout à l'heure, on pourra développer sur la question du management en Guadeloupe et des enjeux post-Covid. Alors, pour ceux qui souhaiteraient, parce que là, mesdames Alvarez et Sporneck vous ont fait une présentation quand même assez complète, mais ceux qui souhaiteraient revivre l'expérience du webinaire de février, donc le premier, il est encore disponible sur le site. Donc, www.ohm-du6 compétences au pluriel.fr à la page exécutive. Donc, tout en bas, vous trouvez l'audio complet de ce webinaire. Donc, on va passer à la suite et puis à cette fameuse question de la prospective des métiers post-Covid, avec la vision nationale et les perspectives territoriales de mesdames Alvarez et Squarneck. Voilà, donc je vous laisse à vous la parole. Alors, par rapport à cette vision prospective, ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on essaie de réfléchir à une vision prospective, alors on pourra discuter avec vous en fonction justement de vos secteurs d'activité. Nous, ce qu'on fait dans nos travaux prospectifs, moi, ça fait plus de 20 ans que je conduis des études prospectives pour des entreprises, des organisations type OPCO ou autres, Observatoire des métiers, etc. C'est que dans un premier temps, on essaie de dessiner une vision des grandes tendances, des ruptures, des signaux faibles de ce qu'on appelle l'écosystème. Finalement, si on travaille sur les métiers commerciaux, sur les métiers du management, sur les métiers RH, finalement, quelles sont les grandes transformations qui sont en cours aujourd'hui et comment ces transformations vont impacter finalement le ou les métiers qu'on étudie. Donc forcément, quand on réfléchit à la transformation d'écosystèmes, c'est un petit peu ce qu'on a présenté tout à l'heure dans les enjeux. On va forcément retrouver dans toutes les études qu'on est en train de faire aujourd'hui des éléments sur la transition numérique, sur la conscience environnementale, sur la dimension relationnel au sens vraiment large, que ce soit relations clients, relations interpersonnelles, etc. Sur le rapport au travail, ça c'est quelque chose aussi qui apparaît dans nos travaux depuis peu, c'est-à-dire, là aussi je pense qu'on l'a dit, la crise sanitaire a été un accélérateur, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai questionnement, et nous on le voit aussi avec nos étudiants, sur
sur qu'est-ce que travailler, qu'est-ce que je mets derrière ma carrière professionnelle, comment j'imagine ma carrière professionnelle, etc. Donc ça, même dans les petites entreprises, je pense que c'est important, soit seul, soit au travers de structures comme le MEDEF ou autres, de partager aussi des visions. Hein. Je pense que le partage et les communautés de pratique sont très importantes à ce niveau-là, hein, sur ces sujets-là. Sur les nouvelles formes d'organisation aussi, on voit bien que tous ces éléments-là sont vraiment importants. La dimension environnement, la dimension numérique, la dimension travail, pour faire simple. Après, on peut l'éclater à différents niveaux, la dimension travail, mais c'est vraiment des sujets qui apparaissent quand on essaie de dessiner la transformation des écosystèmes de tel ou tel métier. Ensuite, quand on va s'interroger sur certains métiers, alors nous, on a plutôt des visions un peu macro de grandes familles métiers. Hein. Là, on est en train de terminer la mise à jour en tout cas l'actualisation de notre étude métier RH 7.0. Donc, on avait fait une grosse étude sur l'évolution des métiers RH pour les 70 ans de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Et donc là, pour leur prochain congrès d'octobre, hein, leur université annuelle, qui aura lieu à Marseille au mois d'octobre, on va actualiser métier RH 7.0. Donc là aussi, sur le site de la NDRH, vous avez cette étude métier RH 7.0. Là, elle sera actualisée en octobre. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a les questions d'engagement qui apparaissent, il y a les questions du numérique forcément, il y a les questions aussi du partage avec les managers, hein, qui apparaît fortement entre les équipes RH et le management. Et puis, il y a cette question de la trajectoire professionnelle qui apparaît aussi comme un des thèmes clés. C'est-à-dire, hier, on avait tendance à avoir des politiques de gestion des carrières assez homogène un peu pour tout le monde. Et là, on voit bien que c'est comment on va être beaucoup plus sur de l'individualisation et de la contextualisation en fonction aussi du secteur d'activité ou de l'entreprise, etc. Donc là, vous aurez une étude récente d'ici octobre sur ces scénarios par rapport à la partie RH. En parallèle, on travaille aussi sur la prospective des métiers commerciaux. Pour une école, là, cette fois-ci, c'est une école qui nous a demandé de travailler sur une école du commerce et de la distribution qui souhaite avoir une vision prospective aussi sur les métiers commerciaux. Donc là, on est qu'au début, donc je ne peux pas vous donner beaucoup de résultats, mais on voit bien que là, c'est la dimension qualité, qualité de service qui en tout cas, sera déterminante. Hein. Et les compétences du commercial de demain, je pense que c'est important aussi. Ce n'est pas que de la compétence technique métier, hein, c'est-à-dire il suffit plus de connaître le produit ou le service qu'on vend, parce que finalement le client aujourd'hui le connaît presque autant, hein, on le voit bien. Mais en tout cas, comment on peut vraiment essayer d'analyser le plus finement possible le besoin du client et puis de lui apporter le meilleur service possible, et surtout sur une notion de plus en plus de durabilité, c'est-à-dire, alors ça c'est ce qui apparaît aussi de manière un peu générale dans tous nos travaux, c'est-à-dire un peu dans la logique de tout au long de la vie, c'est-à-dire ne plus avoir des solutions one shot, hein, je vous vends un produit, je vous vends un téléphone, mais en fait je vais vous vendre certes le produit, mais je vous vends aussi un service qui va avec, c'est-à-dire que derrière je crée une dépendance avec le client. Voilà, je peux comment vous proposer des services annexes, des assurances, ceci, cela, mais je peux peut-être aussi vous proposer de plus en plus de la location et puis de l'achat. Hein, on voit bien que là, dans les réflexions aussi, c'est plus posséder forcément. On le voit avec les voitures, ça progresse énormément sur les locations, mais aussi sur les téléphones, etc. Et donc finalement, comment je vais essayer d'éviter ce qu'on a tous vécu ces dernières années, le fait de zapper d'une marque à une autre. Et la fidélisation à la marque, elle va sûrement aussi passer dans les années à venir par une dépendance, par une relation tout au long de la vie. Enfin, tout au long de la vie, en tout cas, plus longue. On va essayer d'augmenter la temporalité. Et donc, ça va redessiner aussi la relation que j'ai avec mon commercial. Et donc là, on voit bien qu'il y a des choses intéressantes qui se dessinent sur l'articulation temps qui paraît intéressante. Alors, je vais peut-être faire le focus un peu plus, on a parlé de la dimension managériale et puis laisser aussi ensuite un temps d'échange. Sur la dimension managériale, on a fait une grosse étude, alors que vous pourrez avoir en direct, hein, Astrid pourra la mettre aussi sur le site, mais autrement, elle est sur le site actuellement d'Esprit de Service France.
Donc, Esprit de Servicement, c'est une association à laquelle je participe activement en tant qu'animatrice, entre guillemets, du cercle de prospective. C'est une association avec des entreprises de tailles différentes qui a été initiée essentiellement par des grands groupes, La Poste, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Air France, etc., il y a quelques années, pour vraiment avoir une sorte de think tank, hein, un lieu de réflexion sur l'évolution des pratiques managériales, RH, etc. Et forcément en valorisant cette qualité de service. Et donc, on a fait une grosse étude sur la période du changement, plutôt sur la vision que. Donc, on a interrogé presque 400 personnes sur la vision post-premier confinement. Donc, c'est pour ça que j'ai partagé avec vous quelques résultats. Et puis, au travers de ces résultats, ça nous a donné envie d'aller un petit peu plus loin sur la dimension managériale. Et donc, entre le printemps dernier et puis novembre, on a fait une grosse étude prospective sur le manager de demain. Et donc, au travers de cette réflexion prospective, on a développé une méthodologie assez structurée de prospective avec une étude documentaire, des entretiens individuels, un focus group, un questionnaire, etc., pour interroger un certain nombre de personnes avec des outils différents pour vraiment avoir une vision consolidée des résultats. Et donc, ce qui ressort, c'est qu'on a réussi à dessiner 3 mondes. Et ces 3 mondes pourraient d'ailleurs, on va voir si dans nos études sur la RH et sur le commercial sont pertinents ou pas, ou si on les adapte un peu, mais en tout cas, 3 mondes qui ont été finalement co-construits par la petite vingtaine, la grosse vingtaine d'acteurs experts qu'on avait associés sur la partie qualitative. On a eu presque 200 réponses sur la partie quantitative, mais sur la partie qualitative, entretien, focus group, on avait à peu près une bonne vingtaine de personnes. Et finalement, il y a 3 mondes qui sont sortis, et ces 3 mondes, plus je les présente, plus je me dis que finalement, ces 3 mondes qui peuvent être très structurants dans nos réflexions. Le premier monde, c'est un monde souhaité, le monde que tout le monde souhaite, forcément. Un monde augmenté, mais pas augmenté que par le numérique, j'y reviendrai. Et puis un monde redouté, on en a déjà un petit peu parlé, mais finalement, c'est intéressant de voir qu'en dessinant ces 3 mondes, ça permet peut-être aussi de mettre des frontières sur ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, etc. Alors, sur le monde souhaité, donc le monde souhaité, c'est forcément le monde dans lequel on aimerait vivre. Hein. 3 scénarios du manager sont apparus. On a réussi à ranger toutes nos données pour identifier 3 scénarios possibles. Alors forcément, celui dont on vous a déjà parlé, et je suis ravie que Fabienne le partage aussi pour la Guadeloupe, parce que je pense que c'est vraiment, pour moi, un des scénarios type. Alors, il n'est pas exclusif, hein, mais là, je vais vous dessiner 3 mondes avec 3 scénarios à chaque fois, donc ça fait 3 mondes et 9 scénarios. Si vous posez la question à la fin, mais finalement, quel est le meilleur scénario? Je vous dirais, il n'y en a aucun qui dit qu'il est meilleur. Après, c'est à chacun une étude prospective, elle dessine le champ des possibles. Donc après, c'est à chacun de dire, tiens, je vais prendre un peu de ce scénario, un peu de ce scénario, etc., et essayer de construire ma propre vision des choses. Et donc, forcément, ce scénario qui est très intéressant, c'est le scénario du manager inspirant. C'est forcément celui qui va avoir un coup d'avance, hein, qui va être visionnaire, qui va être stratège. Et donc là aussi, derrière, ça pose la question, quid de la vision prospective et stratégique du manager de demain? Et quand je parle du manager, c'est tout niveau confondu, hein, que ce soit le dirigeant, les managers de proximité ou les managers intermédiaires. C'est vraiment cette vision stratégique et prospective. Et donc là, ce qu'on a constaté, en tout cas dans nos réflexions depuis un certain temps, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui, alors je parle un petit peu plus pour la métropole, hein, mais moi je constate quand même qu'il y a quand même un certain déficit de réflexion prospective. Donc là, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. Hein, tout à l'heure, je parlais d'urgence managériale aussi et des difficultés à bien penser le management. D'ailleurs, au départ, je voulais que le titre de cette étude s'appelle « Urgence managériale ». Et c'est vrai que toute l'équipe d'Esprit de Service France a dit, bon, c'est peut-être un peu fort, c'est peut-être une vision d'universitaire, mais bon, voilà, dans la pratique, donc on a trouvé un titre un peu plus joli. L'étude s'appelle « Voyage au cœur du management », c'est un peu plus neutre. Mais en tout cas, sachez que derrière, moi, je pense qu'il y a une vraie urgence à repenser le management. Et donc, dans cette urgence managériale, c'est comment avoir justement des managers qui vont vraiment avoir cette dimension prospective. Et prospective, j'ai envie de dire, au service de la société et pas au service d'eux-mêmes, parce qu'on a constaté aussi que souvent,
il y avait des discours, mais que ces discours étaient aussi des discours de positionnement personnel. Et en particulier, on le voit aujourd'hui dans les grands groupes, hein, pour passer d'un groupe à un autre, voilà, on travaille sur une image personnelle, mais on n'est pas forcément au service du business et de l'organisation. Donc vraiment un vrai déficit de vision prospective qu'il va falloir combler, et entre autres, je pense, par des séminaires prospectifs avec les équipes de direction générale, et Astrid pourra vous en parler. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait organiser, c'est-à-dire pendant 1 ou 2 journées, on se met au vert, pour vraiment penser à 2-3 ans, c'est pas à 10 ans, parce que à 10 ans, on n'a pas de visibilité, mais à 2-3 ans, de co-construire des visions stratégiques avec des gens qui vont venir, je dirais, déconnecter l'équipe de direction du quotidien pour essayer de leur montrer ce qui peut se passer dans d'autres secteurs, ce qui peut vraiment se transformer en termes de sociologie, de culture, etc., pour vraiment avoir une vision la plus globale de la transformation de l'écosystème et donc ensuite des conséquences potentielles sur l'organisation et des décisions à prendre. Donc ça, c'est le manager inspirant. Le deuxième, c'est le manager développeur. Alors celui-ci, il a été très fortement préconisé par la réforme de la formation professionnelle et en particulier la dernière du 5 septembre 2018 de Muriel Pénicaud. C'est comment justement on va avoir des managers qui sont de plus en plus des managers RH, entre guillemets, développeurs de compétences. Donc là aussi, ce n'est pas forcément une posture. Fabienne parlait tout à l'heure de la posture managériale. Le manager, hier, il n'était pas forcément le RH de son équipe. C'est comment faire en sorte que les managers de demain soient aussi les managers RH de leur propre équipe. D'où, et je trouve en particulier dans les organisations petites ou moyennes, l'intérêt de doter aussi les managers de compétences RH, hein, pour qu'ils accompagnent bien le développement des compétences de leurs équipes. Parce que de toute façon, c'est un levier de performance. Hein. Et puis le troisième scénario, c'est le scénario, alors je l'ai appelé manager co-point, hein, c'est au point. Je ne voulais pas parler de coach parce que c'est vrai que on met beaucoup de choses aujourd'hui derrière le terme de coach. Voilà, c'est un terme qui n'est pas toujours très bien utilisé. Et donc on a parlé du co dans le sens de collectif, collaboratif, co-constructif, etc. Du manager co-co-co. C'est vraiment le manager qui est au service de son équipe, de la dynamique collective. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le management d'équipe. Et là aussi, j'en reparlerai en conclusion, je pense qu'aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment non plus nos managers, et en particulier même nos futurs managers, c'est-à-dire nos étudiants, à cette dimension du management d'équipe. C'est quoi manager une équipe concrètement? Donc, je distingue bien la vision dans ce monde souhaité inspirant, stratégique, prospectiviste, développeur individuel et collectif des compétences et animateur de tout le collectif de l'équipe. Et quand je dis équipe, ça peut être une grande équipe ou une petite équipe, hein, peu importe. Quand je parle du manager, c'est au sens général. Donc ça, c'est pour le monde souhaité. Ensuite, on a un deuxième monde, c'est le monde augmenté. Alors forcément, au départ, on avait pensé que ce monde augmenté, c'était avec, bien entendu, le numérique, mais pas que. Donc, on a forcément un premier scénario du e-manager. Donc, le e-manager, c'est le manager qui est à la fois en veille sur toutes les évolutions technologiques, hein, qui regarde tous les outils qui peuvent exister, qui vont transformer les métiers, l'organisation, etc. Mais c'est aussi le manager qui est en veille sur les compétences digitales de ses équipes et qui essaie d'éviter au maximum la fracture numérique. Donc, c'est vraiment le manager conseiller digital, entre guillemets, à la fois sur les outils et sur les compétences de l'équipe. Le deuxième scénario, alors là, justement, ça a été très riche dans cette étude et en particulier lors du focus group du mois d'octobre où finalement, on a augmenté, où on a repensé la dimension de l'adjectif augmenter par aussi le territoire. Et donc là, c'est très intéressant, c'est ce qu'on a appelé le scénario du manager écosystème, c'est-à-dire un manager qui n'est pas auto-centré. C'est vrai que historiquement, quand on parle du manager, on pense toujours au manager avec son équipe. Et là, l'idée, c'était de sortir cette vision classique en disant que le manager, il est aussi manager d'un écosystème. Et cet écosystème, c'est certes son équipe en interne, mais c'est aussi tous les partenaires d'affaires. Et là, je pense que de plus en plus, on va avoir des formes organisationnelles de plus en plus complexes et hybrides, où on aura aussi des partenaires d'affaires. Je pense à des sociétés type, par exemple, quand on travaille avec des équipes informatiques ou même avec des équipes RH ou des cabinets conseils, des fois, on a des partenaires qui sont dedans-dehors. Finalement, ils ne sont pas salariés de l'entreprise, mais ils travaillent pendant un temps donné comme s'ils étaient en interne. Et donc, c'est aussi
comment le manager va être de plus en plus à l'interface des frontières internes et externes de l'organisation. Et potentiellement, on le voit aussi par exemple avec des prestations de restauration, hein, vous avez une cantine d'entreprise, vous travaillez avec un prestataire, les collaborateurs de cette entreprise, ils sont tous les jours dans votre entreprise. Donc le manager, potentiellement, il a des directives aussi à donner à ces personnes. Et donc, manager une équipe, c'est aussi au sens de l'équipe élargie, avec l'ensemble des partenaires d'affaires. Donc ça, c'est le manager écosystème. Et puis forcément, dans cette dimension-là, il y a la dimension territoire qu'on voit de plus en plus apparaître dans nos réflexions en termes de recherche, hein, qui est vraiment à valoriser. Et puis le troisième, alors celui-là, il est original. Alors, il s'adapte vraiment aux petites entreprises. Et en particulier, aujourd'hui, on le voit peut-être un peu plus dans les startups, mais je pense que c'est un scénario qui peut se développer. C'est ce qu'on a appelé le scénario du no manager. Alors, no manager, c'était un titre aussi un peu, un titre un peu provocateur pour dire que finalement, tout le monde peut être manager et finalement, il n'y a plus de manager, entre guillemets. Tout le monde est manager, donc il n'y a plus vraiment un manager. Donc l'idée, c'est un peu du management tournant, c'est-à-dire on est dans une structure de taille petite ou moyenne, hein, parce que dans un grand groupe, ce serait plus compliqué. Alors après, ça peut être sur un périmètre d'une équipe ou d'une entité, mais c'est l'idée de se dire tout le monde peut à un moment donné être un peu le manager des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément un management attribué à une personne, c'est un management partagé. Et en fonction des sujets, en fonction des projets, etc., eh bien, on peut faire évoluer le management. Et donc là, ça peut être intéressant. On le voit, entre autres, aujourd'hui, c'est des pratiques qui peuvent exister dans les startups, hein, mais je pense que ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a quand même une crise des vocations. Dans notre étude, quand on a fait l'étude quantitative, on a eu 200 résultats, 200 retours de questionnaires. Et on avait posé une question, est-ce que être manager, est-ce que ça fait rêver d'être manager aujourd'hui? Et la réponse, c'est à 7%, ça fait rêver les gens. Donc, c'est quand même inquiétant. Si 7% alors, forcément, on n'était que sur un petit échantillon de 200 personnes, mais quand même, 7% ça les fait encore rêver d'être manager, ça pose quand même des questions sur les responsabilités, sur le périmètre de ce que peut représenter le job de manager. Donc c'est pour ça, peut-être cette idée de partager un peu plus les responsabilités managériales, ça peut être aussi envisagé. Et pourquoi pas, là aussi, en fonction des compétences de chacun, partager certains aspects du job de manager. Donc ça, c'était vraiment la vision du monde augmenté. Vous voyez, elle n'est pas que numérique, elle est aussi territoriale et elle est aussi dans le partage de compétences au sein de l'équipe. Et puis le troisième monde, donc le monde qui est redouté, celui qu'on ne souhaite pas avoir, mais que malheureusement, je dis bien malheureusement, l'étude a quand même considérablement confirmé. Donc c'est pour ça que ça nous interroge beaucoup et qu'on a envie à la fois de partager les résultats pour quand même alerter sur cette urgence managériale et puis derrière de mettre en place des modalités potentiellement d'accompagnement des organisations. Donc ce monde redouté, le premier scénario, alors ce scénario, on l'a constaté en particulier dans la période post-premier confinement. En tout cas, il a été confirmé, hein, il existait avant, mais c'est ce qu'on a appelé le scénario du manager fantôme. Manager fantôme, manager absent. Finalement, alors, pas mal dans la fonction publique, mais pas que. Finalement, pendant la période de confinement, le manager, il n'était pas là, quoi, hein, il a disparu, et les équipes étaient un peu en opposition. Alors, forcément, ça a existé pendant le confinement, mais pendant les confinements, mais ça existait bien avant. Souvent, dans la fonction publique, des managers qui accèdent à des responsabilités par concours ou par ancienneté, et qui finalement n'ont pas l'ossature et n'ont peut-être pas la volonté d'ailleurs de manager une équipe, et puis n'ont pas forcément été formés, et puis n'ont peut-être pas l'appétence pour être manager, hein, pas ça. Et puis du coup, qui laisse un peu les choses faire. Alors souvent, c'est soit un second qui prend la main ou l'équipe qui s'auto-organise finalement. Mais en tout cas, c'est quand même un scénario qu'on a confirmé au regard de nos résultats. Donc c'est quand même inquiétant. C'est pas forcément le scénario attendu. Le deuxième, c'est un peu l'inverse. Alors, on l'avait déjà constaté dans une autre étude il y a quelques années qui était centrée que sur les managers de proximité, mais là, il a été confirmé. J'ai gardé le titre parce que je trouve qu'il est assez joli. C'est le manager SQP, sauf qu'il peut.
c'est celui qui fait tout ce qu'il peut, mais il est tiraillé à la fois par le business, par les résultats business, par l'équipe individuellement, collectivement, etc. Donc, il surfe sur des vagues, mais les vagues sont de plus en plus hautes. Alors, pour certains, ça peut être des sources de motivation, hein, d'être un peu toujours débordé, mais derrière, les risques psychosociaux sont quand même potentiellement menaçants. Donc là aussi, hein, des managers qui sont un peu trop sous tension. Alors, pour certains, ça les anime, hein. Il y en a certains qui savent d'ailleurs assez bien faire, mais c'est quand même pas forcément ce qui est souhaitable, en particulier en termes de santé au travail. Et le risque, c'est que si cette personne disparaît du jour au lendemain pour X raison, ou se trouve en arrêt, etc., bah, l'équipe peut être déstabilisée parce que c'est quand même un manager qui sauve un peu toutes les situations, hein. Donc voilà. Notre manager sauve qui peut, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Et c'est ce qui explique peut-être aussi que pour beaucoup en tout cas des personnes qu'on a interrogées, elles ne souhaitent plus être manager parce qu'elles savent ce que ça peut représenter et l'ampleur et la diversité des responsabilités potentielles. Alors parfois, ça veut aussi dire que un manager sauve qui peut, parce que peut-être qu'au-dessus de lui, il a un manager fantôme, hein, puisque nous, là, dans les scénarios, je mixe tous les résultats, c'est-à-dire équipe de direction générale, manager intermédiaire et manager de proximité. Après, dans l'étude précisément, il y a des déclinaisons par catégorie, mais là, je parle de manière un peu globale. Et puis le troisième, alors on en a beaucoup parlé, déjà, c'est le scénario du CC, culte du chef. Donc, c'est vraiment le scénario du manager autoritaire, classique, etc., qui a vraiment le culte du chef, hein, du chef hiérarchique. Alors, celui-ci, bah, là aussi, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, sauf que là aussi, malheureusement, on l'a constaté, et en particulier pour les équipes de direction générale. Et donc là, le risque, bah, c'est parfois aussi de la dérive vers du management toxique, hein, parce que derrière, on se rend compte que souvent le culte du chef est lié à des pathologies psychologiques, voire psychiatriques, et donc le management toxique peut être très proche, et donc ça peut avoir des effets très négatifs sur la performance globale, et puis ne plus être en attente avec les attentes des collaborateurs, et en particulier des jeunes générations, et donc ça peut générer aussi beaucoup de turnover. Hein, ça peut être une cause importante de turnover. Donc, vous voyez, trois mondes, le monde souhaité, le monde augmenté et le monde redouté, trois scénarios à chaque fois. Et donc là, l'idée, c'est que comme on l'avait fait pour l'étude RH, métier RH 7.0, où là, on avait 21 scénarios, on n'avait pas structuré en monde, mais on avait plutôt 7 tendances et 21 scénarios, en tout cas dans l'étude historique il y a 3 ans. Dans l'étude qui sortira au mois d'octobre, là pour l'instant, on n'est pas encore totalement sur la finalisation des résultats. Mais là, l'idée de cette étude sur le manager, c'est qu'au travers de ces 3 mondes et de ces 9 scénarios, l'idée, c'est aussi de pouvoir en traduire un outil de maturité, de mesure de la maturité managériale, et de pouvoir, par exemple, dans des organisations, comme on l'avait fait pour les RH, eh bien, de pouvoir interroger vos propres managers pour savoir où ils se positionnent intuitivement, où ils se sentent le plus à l'aise sur 2 ou 3 scénarios, comment ils se positionnent, et où vous les attendez en particulier. Et donc ensuite, en fonction de ce que l'équipe de direction générale attend et de là où les managers se positionnent, et bien de pouvoir mesurer les gaps, hein, entre les deux visions, et ensuite de pouvoir construire des programmes d'accompagnement managériaux pour justement essayer de faire évoluer les personnes en fonction de leur vision personnelle et de la vision de l'équipe de direction générale. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Très intéressant. J'ai visualisé plusieurs types de managers déjà. On a tous pu identifier, malheureusement, parfois, quelqu'un. On va passer la parole à Fabienne pour son analyse du territoire maintenant. Oui. Alors, peut-être un partage en 2 temps. Ce qu'a dit Aline, moi, du coup, était très inspirant parce que ça m'a fait penser à beaucoup de choses et qui sont en lien avec le territoire. D'abord, sur la question des 3 mondes et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup d'écho à finalement, alors, je ne sais pas pourquoi ça va être une tendance aujourd'hui, mais au champ du coaching.
Sur cette question du monde souhaité, j'ai trouvé un mot qui pourrait être vraiment aujourd'hui avoir des managers qui sont alignés. Donc, aligné, ça renvoie vraiment à cette dimension d'inspirant, développeur, éco, et vraiment aligné dans l'idée de verticalité, c'est ancré dans son territoire et en même temps ouvert sur d'autres choses. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que les formations, par exemple, que je peux proposer aujourd'hui, je ne les aurais jamais proposées il y a 15 ans. Sur gestion des émotions, communication non violente, leadership inspirant, comment mieux s'affirmer dans ses relations, comment, la semaine dernière, c'est sur comment travailler la confiance en soi et l'affirmation pour gagner en efficacité professionnelle. Et donc, ces thématiques-là qui sont vraiment sur des capacités, des éléments de savoir-être, beaucoup plus que sur des savoirs ou des savoir-faire managériaux, entre guillemets, classiques, ça apparaît et ça parle. Parce que ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, ça parle beaucoup aux managers. Et il y a, j'allais dire, un appétit pour ces formations, peut-être plus que sur tous les catalogues très classiques qu'ils ont vus de toute façon et qui leur ont été proposés. Le monde augmenté aussi, je trouve que ça résonne beaucoup avec la Guadeloupe. Cette notion d'écologie finalement qui fait lien entre ces trois dimensions. Aujourd'hui, là aussi, sur la dernière année, c'était la première fois où des formations sur l'écologie de soi ont pu en tout cas être proposées. Et des résonances de deux types. Sur le manager écosystème, vraiment, parce que je trouve que c'est le cas dans les petites entreprises ici, notamment sur des formes un peu paternalistes, parce que dans les pratiques, les dirigeants sont en contact avec les salariés, mais aussi la famille. Donc, il n'est pas rare qu'ils soient invités à des événements familiaux, à des baptêmes, qu'ils connaissent un tel, qu'ils accordent des prêts pour des moments importants dans la vie des collaborateurs. Donc, cette dimension-là, elle résonne beaucoup. Le manager écosystème, et puis sur cette dimension territoriale aussi, où l'entreprise, elle est nécessairement impliquée. Parce qu'il y a l'histoire, donc il y a l'histoire de l'entreprise, il y a les familles qui portent certaines entreprises qui elles-mêmes ont un sens dans les trajectoires et dans le développement économique, sociologique du territoire. Et donc ça, effectivement, et puis sur le fait que dans le no management, alors chez nous, ce n'est pas les startups, c'est aussi parfois les petites entreprises. Donc, ce n'est pas le no manager partagé, c'est le no manager ne sait pas faire. Et donc, c'est voilà, s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut faire fonction, et on retombe finalement sur ce qu'il y avait dans le monde redouté, à savoir le manager fantôme. Donc, ce que je trouve intéressant dans les 9 scénarios, c'est qu'à la fois, ça résonne en Guadeloupe et il y a des formes hybrides qui se rejoignent et qui mériteraient d'être explorées davantage. Sur la situation de la Guadeloupe, alors, comment est-ce que tout ça fait écho en termes de prospective managériale? J'allais dire, il y a du nouveau et du moins nouveau. Moi, j'avais travaillé sur une étude sur l'innovation sociale pour la RACT jusqu'en 2015 pour essayer de voir finalement comment est-ce qu'on peut rendre les entreprises plus innovantes socialement. Et bien entendu, derrière cette dimension sociale qui fait chapeau, il y avait la dimension managériale. À l'époque, on avait identifié des critères d'innovation sociale que je ne vais pas reprendre ici, mais ce qui me semble, c'est qu'avec la crise sanitaire, il y en a 3 en particulier qui ressortent comme un pop-up de cette typologie, qui est la finalité de l'innovation. Quel sens on donne à ce qui est proposé aujourd'hui aux salariés, aux collaborateurs comme projet de changement, même si ces projets ont du sens, hein, comme aller vers plus de digitalisation, même si ça a du sens au niveau technologique en lien avec le contexte, mais comment est-ce qu'on donne du sens à ça aux équipes? Donc la finalité de ces innovations, la participation des salariés, donc on rejoint vraiment aujourd'hui l'impérieuse nécessité, voire l'urgence, et je partage vraiment cette vision, de mobiliser les intelligences qui existent dans les entreprises pour co-créer, faire participer, entendre, parce qu'il y avait une question de départ qui est comment j'aide
à motiver à distance, comment je manage à distance, bah déjà, il faut que les gens se sentent, il y a des modèles en coaching qui sont intéressants, il faut que les gens ils se sentent inclus. Déjà, tout simplement, coucou, je suis là, je fais partie. Et donc, faire participer, c'est dire aux gens, bah, vous faites partie de cet ensemble-là, de ce groupe, même si aujourd'hui les frontières sont redéfinies. Et puis, dans ces leviers-là, il y avait le processus de création. C'est-à-dire, finalement, comment est-ce que on peut, à travers tout ça, favoriser de nouveaux apprentissages. C'est une montée en compétences. Comment ces projets de changement sont l'occasion à la fois de faire un état des lieux, donc de poser un diagnostic sur les compétences des managers, celles qu'ils ont et celles qu'ils n'ont pas, et comment ces projets de changement, en tout cas quand on parle de la technologie, mais tout le reste est introduit dans l'entreprise, que ça soit porté comme projet de changement, et comment est-ce qu'on fait que ce projet de changement soit une opportunité de repenser les valeurs ou de réaffirmer des valeurs, en tout cas de les faire émerger, de les faire vivre, de nouveaux apprentissages et de nouvelles compétences. Et puis, ce qui m'est venu quand même en pensant à cette journée, c'est que, on n'avait pas intégré à l'époque, c'est-à-dire 3 nouveaux axes de réflexion que j'aurais aujourd'hui rajoutés, qui est comment aujourd'hui le manager est un acteur de la santé de ses collaborateurs. Cette dimension santé aujourd'hui, pour moi, elle est fortement, elle est entrée dans les entreprises, pas toujours de la bonne manière, pas avec les bons outils, mais c'est donc, on avait déjà cette dimension santé, mais réglementaire, santé au travail, conditions de travail, hygiène, sécurité. Là, je pense vraiment à autre chose, qui est vraiment comment, en tant que manager, je peux accompagner les équipes dans la prévention, dans la sensibilisation, dans la préservation, dans la protection. C'est-à-dire que ce manager-là, quand il est aligné, quand il est déjà bien avec lui-même, et qu'il a compris qu'un salarié en surpoids, qu'un salarié en surmenage, qu'un salarié en risques psychosociaux, etc., n'apporte rien. Un manager dans cet état-là n'apporte rien. Il se met en danger, il peut mettre en danger les autres avec des comportements qui sont plus appropriés. Donc, comment, au-delà des impératifs économiques, de tous les indicateurs classiques, comment est-ce que parce que là, quand on parle RSE, on est vraiment sur la question santé, mais au niveau de la gouvernance. Aujourd'hui, pour moi, il faut que ça descende aussi sur voilà, comment est-ce que je peux impulser des réflexes, j'allais dire, plus écologiques pour les collaborateurs. On fait un petit déjeuner, bon ben voilà, on ne va pas forcément mettre, ça peut être un moment de sensibilisation sur la question de l'alimentation, parce qu'avec le Covid, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui prenaient soit mieux soin d'eux, soit beaucoup moins bien soin d'eux. On a dit que le confinement, etc., ça se traduit par en moyenne 2,5 kg de prix vous voyez, assez n'a rien pris. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont pris 5 ou 10. Et donc, cette question et on a vu la question du Covid aujourd'hui, c'est quoi? Qui sont les personnes à risque? Le premier critère, c'est plus l'âge, c'est l'obésité. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on peut intégrer dans la compétence, l'aptitude, la sensibilité managériale, comment est-ce qu'on peut amener les managers à intégrer ça dans leur posture, dans leurs objectifs et du coup dans leurs compétences, puisqu'il en faut pour accompagner. Donc la question de la santé, moi je la vois comme étant un nouveau paramètre dans ces savoir-faire et être managériaux. La deuxième, j'ai noté la gestion des données sensibles, parce que là aussi, il y a quelque chose qui est descendu, c'est-à-dire que on ne demande pas aux managers de gérer des données sensibles, mais elles leur arrivent en fait. Elles leur arrivent, moi je pense beaucoup à ces questions de... on va prendre un exemple tout simple qui est, parce que je l'ai eu en formation, c'est le simple fait de demander à des collaborateurs, vous êtes vaccinés ou pas, de savoir ce qu'implique cette question. C'est important parce qu'en fait, quand on pose cette question, quand on est manager, entre soi, c'est bien, mais quand on est manager et qu'on pose cette question, on est en train de demander à un collaborateur de révéler une donnée de santé qui est régie par toute une législation et c'est pas sans impact. Donc, on passe du RGPD en tant que quelque chose d'un peu obscur qui est géré par quelqu'un qu'on va mettre spécialiste à finalement comment on donne aux managers aussi des clés pour gérer, en tout cas pour comprendre cette immersion dans un champ juridique particulier
Et le troisième élément que j'ai mis, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle qui transpire de tout ce qu'a dit Aline, que ce soit les différents mondes, les différents scénarios, la prospective métier, mais vraiment cette intelligence émotionnelle qui permet à des managers d'être plus en conscience d'eux-mêmes, d'avoir une meilleure gestion de soi, d'avoir une meilleure conscience des autres, de mieux gérer les relations. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je ne devrais pas parce que il y a des travaux qui datent des années 30, des années 80, des années 50, des années 90 sur les intelligences multiples, sur l'intelligence émotionnelle. Mais aujourd'hui, d'être capable de dire, et c'est ce que les travaux disent aujourd'hui, que un manager efficace aujourd'hui, c'est un manager qui développe son intelligence émotionnelle. Ça, c'est nouveau. Et donc, ça fait aussi entrer dans la vision du manager de demain une dimension très, très différente. Tu as dit qu'il y avait ce nouveau champ disciplinaire qui apparaît au management autour de la question des relations. Mais je trouve qu'avec la crise sanitaire, elle est devenue vraiment, vraiment importante parce que quand je vois les personnes, déjà, il faut que je puisse voir un certain nombre de choses, mais quand je ne les vois pas, cette sensibilité pour détecter une situation de souffrance d'un collaborateur à distance ou des choses comme ça nécessite vraiment de développer des aptitudes d'une toute autre nature, selon moi. Donc voilà, des champs explorés à traduire en compétences, en programme de formation. Voilà, ce qui me permet de passer la parole à Astrid. En tout cas, merci mesdames, c'est passionnant à chaque fois. Je prends des notes à chaque fois parce que je rentre dans le jeu de l'écoute comme ceux qui partagent avec nous la visio. Alors effectivement, je vais relever quand même des éléments qui ont été dits. Globalement, c'est quand même, je crois que mesdames l'ont dit plusieurs fois, prendre le temps de s'arrêter pour en gagner par la suite. Et s'arrêter comment? Peut-être par le biais d'une formation, qui est indéniablement un levier de performance, même si là, on a bien compris qu'on ne parlait pas uniquement de performance économique, mais de performance globale. Donc, aussi bien pour le manager ou le dirigeant, pour les performances vis-à-vis, grâce à l'engagement en fait, des salariés qu'il a sous son autorité ou sa responsabilité. Ah mince, je suis allée trop vite. Peut-être que vous avez effectivement des questions avant que j'enchaîne un peu sur les quelques informations, mais pas trop, puisque là, on n'est pas loin de la fin. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas forcément, mais... Question ou remarque par rapport Mais oui, remarque, bien sûr. De toute façon, je crois bien qu'on est enregistré et qu'on pourra ensuite répondre aux questions ou aux sollicitations, hein, bien entendu. Alors, la formation, chez nous, se décline sous différentes thématiques. Les cours en ligne, qui sont des cours de 3 heures sur les thématiques hiérarchie management. Les outils de pilotage, alors on n'est pas uniquement dans l'outil, mais on va prendre l'exemple de la formation qui démarre en juillet, c'est piloter la performance de ses collaborateurs, mais dans une dynamique de management bienveillant. Donc, on est quand même pas uniquement dans le chiffre, on est dans l'être, on est dans le bien-être global. Exécutive, alors là, ce sont les formations qui sont mises en œuvre par Madame Skwarnek et Madame Alvarez, où là, on parle de stratégie, on parle de vision, on est clairement sur l'accompagnement de la gouvernance, sur l'accompagnement du dirigeant, pour prendre en compte tous ces éléments qui ont été présentés en termes de prospective, s'arrêter, réfléchir pour impulser une nouvelle stratégie et donc un nouveau souffle en fait à l'organisation. On fait également du sur-mesure, donc grâce à l'ingénierie de formation qu'on peut mettre en place pour répondre spécifiquement aux problématiques des entreprises. L'idée n'est pas là, et je l'ai dit au début, c'est pas du tout l'idée d'un catalogue classique. C'est vraiment, vous l'avez vu, ce sont des consultantes, des professeurs, des enseignants-chercheurs. Donc ce sont des universitaires qui ont aussi une casquette de consultante ou de coach et qui peuvent vraiment prendre en compte vos problématiques spécifiques pour construire avec vous une action de formation. Alors, action de formation, on est vraiment dans le champ de la formation professionnelle, donc l'ingénierie de formation, ce sera
avec moi. Et puis la prise en charge financière possible, hein, puisque nous sommes certifiés Qualiopi. Il y a également les bilans de compétences et qui sont mis en place en conformité avec les exigences du ministère du Travail. Alors, pour finir, oui, parce qu'en présentiel, on l'a dit, on a vécu le distanciel à l'instant, mais on a la chance, en fait, de travailler notamment avec le Relais du Moulin pour l'organisation de formations en présentiel, avec la qualité aussi bien dans le discours et l'accompagnement des consultantes que dans l'accueil et le lieu d'accueil, puisque là, vous avez un service tout compris. Donc, le déjeuner, le lieu, la piscine, si vous voulez. Enfin, non. Voilà. Et enfin, nos coordonnées pour pouvoir nous joindre. Le site web, on vous l'a présenté tout à l'heure, donc il est inscrit ici, ohm-compétences au pluriel.fr, un numéro de téléphone, un contact et les réseaux sociaux, puisque nous mettons à jour notre actualité en permanence sur ces 3 réseaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Voilà. Merci pour l'intervention en tout cas très riche et très intéressante. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout cela avec nous. Donc on peut vous retrouver donc auprès de Homme Compétences. D'accord, parfait. Donc je pense que voilà, suite au replay, peut-être qu'il y aura, je pense, l'intérêt, puisque comme je vous l'ai dit, quand on a interrogé les participants, ils étaient fort intéressés par le sujet, mais la thématique, mais c'était vraiment un problème de disponibilité. Donc, espérons qu'on pourra vous retrouver prochainement plus nombreux. Je l'espère en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Madame Fostage, je sais qu'elle avait un impératif, elle m'a dit qu'elle serait connectée, mais qu'elle ne serait peut-être pas là. Je ne sais pas si elle est là. Alors, on organise également, dans le cadre du club Homme, des événements. Donc, on pourrait refaire un peu sous un format un peu plus festif, on va dire, ou détendu, avec ceux qui auraient regardé le webinaire, un petit événement autour d'un apéro. Voilà, en C'est présentiel, initiative puis présentiel. voilà, qui prennent le temps de Voilà. visionner la réunion d'aujourd'hui. Et puis à ce moment-là, les personnes qui le souhaiteraient seraient conviées à échanger C'est ça. avec nous sur cette thématique-là, hein, à échéance de 2-3 semaines, par exemple. L'information est passée, je pense, pour transmettre en tout cas, et n'hésitez surtout pas à nous envoyer les invitations donc, pour ces événements, pour on diffuse tout cela auprès de nos adhérents. Voilà, Ce sera fait. donc, voilà, donc on va donc mettre fin à la réunion s'il n'y a pas de questions d'observation. Non. Donc, vous avez les coordonnées donc, de Homme Compétences. N'hésitez pas à prendre la tâche donc, de Madame Montieu. Merci à ceux qui sont restés, aux participants. Et à très bientôt. Merci beaucoup à Mme Scornet, à Mme Barès et Mme Montieu. Appréciez énormément votre intervention. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.